Bonjour à tous. Je remercie aussi les organisateurs et particulièrement Thierry pour son invitation. Alors pour les rageux qui trouvent que je parle beaucoup, il faut donner une précision. C'est la première fois qu'en fait l'EMG du périnée des sphincters est traité en session plénière. Et c'était un souhait de Thierry, puisque quand on séparait un peu en deux groupes, il y avait un grand groupe et un tout petit groupe d'initiés qui allaient à l'EMG du périnée. Et l'idée, c'était de faire passer des messages au plus grand nombre, parce que, voilà, encore une fois, c'est deux mondes qui sont assez séparés. Donc, je ne vais pas parler pendant 20 minutes, mais seulement 10 grosses minutes pour introduire le topo de Maria Carmelita Scheber-Noguera, grande prêtresse de l'EMG du périnée. Mes conflits d'intérêts. Alors, si on veut planter le décor, quand est-ce qu'on sollicite un AMG? Chez quel type de patients? Eh bien, ce sont des patients qui ont des douleurs pelviennes et puis d'autres qui ont des douleurs ou des déficits proximaux des membres inférieurs. Et en fait, on est confronté un peu à deux situations différentes concernant les structures anatomiques touchées. C'est soit des structures qui naissent au niveau du petit bassin et qui vont y rester, ou alors, ce sont des structures nerveuses qui vont naître au niveau de plexus que je détaillerai après, qui vont traverser en fait cette zone anatomique particulière pour se diriger vers les membres inférieurs où les déficits moteurs ou sensitifs seront rencontrés. Les racines, vous les connaissez, c'est les racines lombaires et les racines sacrées, et puis les racines coccygiennes, qui vont donner des plexus, lombaires, sacrés et coccygiens, avec des nerfs sensitifs du pelvis et de la racine des cuisses, et des nerfs, en règle générale mixtes, sensitifs moteurs, des membres inférieurs. Et vous savez tous, électrophysiologistes, qu'on est évidemment limité dans l'exploration, parce qu'on le reverra, on a affaire à des structures anatomiques qui sont difficilement stimulables, difficilement enregistrables, ou les deux. Alors l'anatomie, elle est un peu complexe. Vous avez ici le plexus lombaire, le plexus sacré, le plexus coccygien, et tout ça ressemble un petit peu à un plat de spaghettis. Donc si on veut séparer un peu les choses, il y a le plexus lombaire, et vous retrouvez les petits nerfs d'innervation de la zone pelvienne qu'a déjà évoqué Jean-Baptiste. Vous avez le nerf cutané latéral de la cuisse qui nous pose quand même un certain nombre de problèmes, et le nerf fémoral et le nerf obturateur. Pour ce qui est du plexus sacré, eh bien, il y a les nerfs fessiers, il y a le tronc du nerf sciatique, et vous avez ces structures qui, pour le coup, seront plus facilement explorées par Maria Carmelita, le nerf pudendal et le plexus coccygien. Finalement, en EMG de tous les jours, puisque c'est la question qu'on me pose, si on regarde un peu les territoires radiculaires, eh bien, le plexus lombaire, effectivement, va correspondre à la partie proximale des membres supérieurs, alors que le plexus sacré intéressera plutôt les zones d'intérêt de Carmelita et la face postérieure des jambes. Quand on s'intéresse au territoire des troncs nerveux, ça se complique encore un peu, mais encore une fois, en EMG de tous les jours, on est surtout dans l'exploration du plexus lombaire et on retrouve ces différents territoires nerveux, le nerf ilio-hypogastrique, le nerf ilio-inguinal, le nerf génito-fémoral. Ensuite, vous avez le nerf cutané latéral de la cuisse, le nerf obturateur et le nerf fémoral. Donc c'est sur ces différents territoires, nerfs ou territoires radiculaires, que je vais m'attarder quelques courtes minutes. Alors si l'approche est tronculaire, on peut commencer par les nerfs ilio-hypogastriques, ilio-inguinal et génito-fémoral. Alors Jean-Baptiste a évoqué quelques techniques. Clairement, c'est des techniques qui sont difficiles, peu fiables, sur lesquelles il est difficile de construire des diagnostics, avec des problématiques qui existent quand même, et notamment dans les suites de chirurgie, avec le chirurgien qui part avec un bout du nerf. Le nerf cutané latéral de la cuisse. Vaste programme. On connaît très bien la clinique,
hein, avec cette hypoesthésie en raquette, la face externe de la cuisse. On connaît le contexte, soit idiopathique, c'est l'obésité, c'est le syndrome de Britney Spears avec le jean taille basse, c'est le port d'armes à la ceinture bien sûr, c'est des traumatismes directs. Et puis dans la littérature, on trouve des choses un peu plus confidentielles, scoliose, spasme musculaire, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, la croissance, et puis des facteurs prédisposants, diabète et alcool, j'arrive à comprendre, l'exposition au plomb, un petit peu moins. Et puis l'atteinte peut être aussi, là aussi, post-chirurgicale, chirurgies qui se passeront autour de la hanche, de l'os iliaque, et signalées aussi dans certaines chirurgies du rachis. Le problème, c'est les variations anatomiques. Vous voyez que ce nerf, il y a 5 types de variations anatomiques avec des atteintes traumatiques qui seront plus importantes dans les types A, B et C. Et c'est dans ces types-là, c'est parce que le nerf passe non loin de l'épine iliaque antéro-supérieure. D'autres travaux échographiques proposent 7 types. Et vous voyez que différentes choses changent. Là où sort le nerf par rapport à l'épine iliaque antéro-supérieure, et puis les différentes structures tendineuses ou musculaires qu'il va traverser. Ça complique un peu notre quotidien. L'article de référence, je trouve, littérature, reste celui de Serror et Serror en 2006. L'exploration qui est proposée, c'est une ligne droite entre l'épine iliaque et la rotule, et on se met à une douzaine de centimètres. Pour la réception, on est sur cette ligne, et on peut faire varier sur 3 à 5 centimètres en se faisant aider du ressenti du patient. Dans mon expérience, je commence toujours par le côté sain, et si je ne l'ai pas du côté sain, je vais faire un autre EMG, qui sera un EMG qui sera réalisé au titre du diagnostic différentiel dans l'hypothèse d'une atteinte radiculaire. La norme, plus de 3 microvolts, on peut réfléchir aussi en présent-absent ou éventuellement 50% de la réponse de l'autre côté. Le nerf obturateur, lui aussi, peut souffrir de façon traumatique du bassin ou en cas de chirurgie, et il n'y a pas d'exploration en termes de vitesse qui soit facile à réaliser tous les jours. En revanche, on pourra s'aider de l'examen à l'aiguille qui va consister à étudier les différents muscles adducteurs, et en général c'est l'adducteur magnus qu'on pique. Attention, bien se rappeler que la partie inférieure de muscle est d'innervation S1 et non pas L3, ce qui peut être important à prendre en compte en fonction de la question qui est posée. Le nerf fémoral, qui est lésé souvent en cas de chirurgie de hanche. Je ne sais pas si vous êtes allé au blog d'orthopédie, mais c'est très sportif. Hein, quand il luxe la tête fémorale, ça fait peur. Et puis parfois, de façon liaison positionnelle, dans les étriers, en cas d'accouchement, notamment un peu prolongé. On peut faire assez facile pour l'électroneurommyographiste, un peu moins pour le patient, étudier donc avec une stimulation au pli de laine et une réception qui est réalisée en général sur le vaste interne. On peut même dans l'absolu faire un deuxième type de stimulation dans le canal des adducteurs. Il faut malheureusement, et même si tout ce que dit Emmanuel Fournier est très vrai, dans le cas présent, en règle générale, cet EMG n'est pas très bien vécu, il faut stimuler assez fort. La sensitive du fémoral, ça c'est très important à connaître, c'est le saphène qui peut être étudié dans sa position basse, saphène interne, pardon, ou dans sa position haute. Ici, je trouve que c'est plus facile, mais on a des réponses d'amplitude qui sont moindres. Ici, les réponses sont plus grandes. Par contre, il y a aussi là aussi tout un tas de variations anatomiques de sortie du nerf au niveau du plateau tibial, ce qui complique parfois les choses. Si l'approche est radiculaire, ça ira plus vite. Hein. Je me suis cantonné aux racines L2, L3 et L4. L'idée, c'est toujours la même chose. Hein. C'est deux muscles d'innervation tronculaire différentes, en se méfiant des gros muscles qui, dans la grande majorité des cas, vont avoir une innervation pluriradiculaire. Je m'arrêterai juste sur l'examen à l'aiguille de l'iliacus. C'est quelque chose qui fait peur. Pourtant, je trouve assez simple, à part si, comme Jean-Baptiste l'a dit, fort élégamment, le panicule adipeux est un peu important, donc chez le gros.
en fait, la crainte toujours, c'est d'embrocher le nerf ou l'artère. Et pour moi, il y a un moyen très simple de ne pas le faire, c'est de prendre ce repère anatomique et de mettre ses doigts dessus, et puis de laisser les doigts. Et là, vous vous décalez en dehors et en haut. Il y a relativement peu de chances que vous piquez sur vos doigts et vous êtes dans l'iliaque. Et dès que le patient amorce la flexion de la cuisse sur le bassin, ce muscle est finalement assez superficiel, sauf exception qu'on a citée avant, et on a une réponse assez facilement. Si l'approche est plexique, bien c'est comme pour l'approche radiculaire, en ajoutant les nerfs sensitifs. Les étiologies, vous les connaissez, post-traumatique, post-chirurgicale, iatrogénie avec la radiothérapie, même si ça se voit un peu moins. Le cancer du petit bassin, et puis des entités un peu particulières, la neuropathie proximale du diabète et le parsonnage. Alors l'EMG, c'est très intéressant, c'est un congrès d'EMG, néanmoins on sait très bien que l'IRM a fait d'énormes progrès, peut nous aider dans l'exploration de cette région. Donc je l'ai dit, on a le tableau des muscles et des nerfs sur lesquels on rajoute les nerfs sensitifs et avec ce saphène interne, encore une fois primordial à savoir explorer, et le nerf cunélatéral un peu plus difficile. En conclusion, c'est vrai que cette anatomie, elle est complexe. Les structures nerveuses, je l'ai dit, sont difficiles à stimuler et à enregistrer. Certains muscles difficiles à piquer, et comme ça a été dit ce matin, c'est parce qu'ils sont profonds pour certains, et relativement peu de techniques. Mais finalement, mon impression est que cette exploration proximale des membres inférieurs, en termes de questions posées par les gens qui nous adressent les patients, c'est pas exactement la même problématique que pour l'EMG du pelvis. Voilà, j'en ai terminé et je laisserai Carmelita nous amener du côté plus obscur de cette exploration. Merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a une question rapide peut-être avant que... Juste Jean-Philippe, pour les nerfs fémoro-cutanés, on peut se servir de l'échographie pour bien les repérer ou il est trop petit? Oui, ça a été proposé. Alors c'est le deuxième travail avec les 6 ou 7 variations. Et effectivement, je pense que dans les années qui viennent, il y aura un appareil d'écho qui sera accroché à nos appareils DMG et ça simplifiera le temps d'exploration pour ce type de nerfs, pas tous bien sûr. D'accord, merci.